La concentration du méthane dans l'atmosphère a considérablement augmenté depuis le début de l'ère industrielle. Elle a doublé en 250 ans. Si le CO2, ou gaz carbonique, est le principal gaz à effet de serre responsable du réchauffement, vient aussitôt après le méthane. La forme sphérique de sa molécule, avec un atome de carbone et 4 atomes d'hydrogène, permet de stocker entre 20 et 25 fois plus d'énergie. Molécule par molécule, le méthane va être un gaz qui va plus contribuer à l'effet de serre, environ une vingtaine de fois plus que le CO2. Ce qui nous sauve quelque part, c'est qu'il y a moins de méthane que de gaz carbonique dans l'atmosphère. Les activités humaines sont largement responsables de l'accroissement récent du méthane dans l'atmosphère. Les principaux pourvoyeurs sont les industries des États-Unis, de l'Europe, de l'Inde et du Sud-Est asiatique. D'autres émissions importantes proviennent des zones marécageuses de Sibérie, d'Indonésie, d'Afrique et d'Amérique du Sud, en raison des feux de forêt et des élevages de bovins. Mais le méthane est surtout massivement présent au fond des océans, sous la forme solide des hydrates de méthane. Ces hydrates de méthane représentent 40 fois le volume de méthane actuellement présent dans l'atmosphère. Ça, c'est le plancher océanique. Et ça, c'est l'océan, ce qu'on appelle la colonne d'eau. Le navire se trouve juste là. Ici, on voit un panache de bulles de gaz qui s'élève du plancher océanique sur plusieurs centaines de mètres. Nous allons prélever une série d'échantillons d'eau à différentes profondeurs pour mesurer la concentration de méthane. 3,49. Le méthane qui se dégage dans l'eau de mer ne reste pas sous forme de méthane et de bulles de gaz. Il va se dissoudre et réagir avec l'oxygène présent dans l'eau de mer pour se transformer en gaz carbonique. Mais si les hydrates venaient à fondre massivement, ces bactéries pourraient-elles faire disparaître les immenses quantités de méthane qui seraient relâchées dans l'océan? Sans l'un des plus tragiques accidents de l'industrie pétrolière, nous n'aurions sans doute pas encore la réponse à cette question. Le 20 avril 2010, une explosion déclenche un incendie sur la plateforme Deepwater dans le golfe du Mexique. 2 jours plus tard, cette énorme structure coule sous le regard impuissant des gardes-côtes américains. À 1500 mètres de fond, la tête du puits endommagé laisse s'écouler des quantités massives d'hydrocarbures. Du pétrole, bien sûr, mais en majorité du gaz, essentiellement du méthane. La totalité du rejet du méthane dans l'environnement s'élevait à près de 200 000 tonnes, qui se sont ensuite dissoutes dans ces couches. C'était le plus grand dégazage de méthane jamais observé dans une zone totalement isolée. Pour John Kessler, spécialiste du méthane dans l'océan, et son collègue David Valentine, microbiologiste, c'est une occasion unique d'observer la réaction naturelle de l'océan à un gigantesque dégazage de méthane. L'énorme quantité de méthane stagne dans l'océan, vers 1000 mètres, avec des concentrations de 10 000 à 100 000 fois supérieures à la normale. Le méthane relâché suite à cette catastrophe était prisonnier à près de 1000 mètres de profondeur. Et il allait y rester pendant des années, peut-être 10 ans, voire plus. Nous y sommes retournés au début de l'automne pour étudier l'évolution de cette couche de méthane sur le long terme. Énorme surprise. La gigantesque nappe de méthane est introuvable. En à peine 2 mois, elle a totalement disparu. David Valentine et moi, on s'est tournés l'un vers l'autre et on s'est demandé où était passé le méthane. Et c'est d'ailleurs lui le premier qui a dit « Il est possible que les bactéries aient consommé le méthane ». Au début, j'étais plutôt sceptique. Comment les bactéries ont-elles pu vraiment dévorer autant de méthane en aussi peu de temps? Dans la plupart des océans, quand le méthane sort du sédiment, il y a plein d'oxygène. Et alors le méthane peut être consommé par les bactéries. Il s'agit de l'oxydation aérobie du méthane qui utilise de l'oxygène. Des mesures de la concentration d'oxygène dans l'eau, réalisées pendant l'été,
vont permettre à Kessler et Valentine de reconstruire le scénario de la disparition du méthane. Ces données nous ont permis de voir comment la diminution de l'oxygène, liée à ce festin des bactéries, évoluait dans l'espace et dans le temps. Ce qui nous a aussi permis de confirmer notre hypothèse de départ, selon laquelle le méthane avait été consommé dans ce laps de temps. Jamais encore une réaction des bactéries n'avait été observée à pareille échelle. Si les résultats de Kessler et Valentine laissent d'abord incrédules une bonne part de leurs collègues, leurs conclusions sont confirmées. Nous essayons tous actuellement de comprendre, d'approfondir notre connaissance de ce phénomène et des capacités intrinsèques de ces organismes. Les bactéries mangeuses de méthane ont éliminé la plupart du gaz relâché par l'accident de la plateforme. Elles devraient pouvoir faire de même si de grandes quantités de méthane venaient à être libérées dans l'océan par la fonte des hydrates. Nous ne comprenons pas très bien ce qui différencie les organismes qui fabriquent du méthane de ceux qu'ils mangent, car au niveau génétique, ils ne sont pas très différents. C'est très surprenant d'un point de vue biochimique. Comment un organisme peut-il passer de l'état de consommateur à celui de producteur? C'est comme si on disait que nous absorbons de l'oxygène et que nous en produisons, ce qui serait très étrange. La consommation du méthane par des bactéries dans des milieux sans oxygène a longtemps été considérée comme une curiosité négligeable. Il y a 10 ans à peine, les microbiologistes n'imaginaient pas combien ce phénomène pouvait être décisif pour notre climat. Antje Boëtius, spécialiste renommé de la microbiologie océanographique, accorde désormais un rôle majeur à ces micro-organismes. Pendant plus de la moitié de l'histoire de la Terre, il n'y avait pas d'oxygène dans l'atmosphère. En revanche, à son commencement, il y avait beaucoup de méthane. Il est fort possible que ces micro-organismes aient pu former les premiers biofilms, générer de la biodiversité et apporter de l'énergie dans la chaîne alimentaire. Voilà ce qui les rend aussi importants. De fait, ces bactéries capables de vivre dans le sédiment grâce au méthane sont très précieuses pour la santé des océans et pour celle de l'atmosphère. Mais leur aptitude à consommer le méthane sans utiliser d'oxygène est une énigme à laquelle s'est attaquée Antje Boëtius. Elle a découvert que 2 types de micro-organismes s'associent pour consommer le méthane. C'est précisément cette coopération entre 2 types de micro-organismes qui nous a conduits plus loin. En effet, le microscope nous a montré des agrégats de cellules d'un règne particulier du vivant, des organismes monocellulaires appelés archées et des bactéries. Cette image est fabuleuse. On voit nettement ce conglomérat très dense de 2 types de micro-organismes, les archées en rouge et en vert d'autres cellules bien plus petites, les bactéries. Ceci signifie bel et bien qu'elles sont obligées d'échanger de l'énergie et qu'elles ont besoin les unes des autres pour oxyder le méthane. La coopération mystérieuse entre ces 2 espèces de micro-organismes semble être l'unique solution pour qu'elles consomment le méthane dans un milieu sans oxygène. Très peu de méthane sort de l'océan. On s'est longtemps demandé pourquoi. Aujourd'hui, nous savons que ces micro-organismes réussissent à transformer presque entièrement le méthane qui se trouve au fond de la mer. Il faut donc admettre que ces micro-organismes façonnent fortement le climat de la Terre. Sans cette coopération entre archées et bactéries, le méthane, qui migre depuis les couches profondes du sédiment, menacerait l'équilibre des océans et peut-être même du climat. Ensemble, ces micro-organismes dévorent de 80 à 90% de tout le méthane présent dans les océans. Or, si ce méthane parvenait dans l'atmosphère, nous les humains, nous ne pourrions pas vivre sur Terre. Il y ferait bien trop chaud. Ainsi, la majorité du méthane qui menace de rejoindre l'atmosphère est heureusement consommée par des bactéries, soit dans les sédiments, soit dans la colonne d'eau. Dans cette région, l'augmentation des précipitations causées par le réchauffement climatique provoque la formation d'une quantité impressionnante de lacs. Chaque lac favorise la fonte du pergélisol, exposant davantage de matière organique, augmentant fatalement la production de méthane. Les conditions climatiques de l'Arctique, où se succèdent phases de gel et de dégel,
favorisent un autre type de lac spectaculaire, celui des lacs polygones. Les fortes variations thermiques saisonnières fendillent le sol. L'eau s'infiltre dans ces fentes, les élargit et accélère la dégradation de la couche active. Les scientifiques ont remarqué une nette prolifération des lacs polygones, qui eux aussi favorisent la décomposition des restes végétaux ou animaux, stockés dans la glace depuis des milliers d'années. Les mesures d'émission des gaz à effet de serre réalisées dans la toundra montrent une nette augmentation du méthane, une tendance qui ira s'accentuant selon les modèles climatiques. Mais la complexité des écosystèmes est telle qu'il est bien difficile de prédire tous les effets de ce réchauffement. Les recherches interdisciplinaires sur les gaz à effet de serre que nous effectuons dans cette station nous ont permis d'obtenir des résultats très intéressants qui montrent que les écosystèmes forestiers russes absorbent les gaz à effet de serre, principalement le dioxyde de carbone et le méthane. Bonne nouvelle, les arbres de la forêt sibérienne peuvent en partie compenser les émissions de méthane dues à la fonte du pergélisol. Ainsi que ce soit dans l'océan ou dans le pergélisol, toutes les études de terrain montrent que si les émissions de méthane augmentent bel et bien, des mécanismes naturels parviennent à dégrader la plus grande partie de ce méthane, limitant ainsi son impact sur le réchauffement climatique.